d'un détail d'implémentation vers un nouveau regard sur l'interpénétration entre la théorie et la programmation. Je suis un chercheur à l'ancienne qui aime plus écrire que parler. J'espère que vous allez pouvoir m'excuser. Tout mon message n'est qu'un texte. Je n'utilise pas les nouveaux outils de communication, mais je vais parler sans filtre. Au début, je voulais faire mon exposé comme une émission de radio, mais je suis conscient de mes faiblesses. J'ai une voix et un accent qui fait qu'on ne va jamais embaucher pour parler à la radio. Du coup, je vais utiliser mon propre texte comme seul support graphique. Je vais lire ce que j'ai déjà écrit. Il n'y aura pas de session de questions à la fin, comme pour une émission de radio. Mais si vous voulez rebondir sur une idée pendant que je parle, n'hésitez pas à le faire dans la fenêtre de chat que je vais surveiller. Donc je commence mon exposé. Cette communication vise à analyser les difficultés qui apparaissent sur le point de contact entre la théorie et la programmation. C'est sur ce point de contact, je pense, que la courroie de transmission de la force intellectuelle perd une bonne partie de son énergie lors de la résolution d'un problème d'optimisation. La frontière entre le pays de la programmation et le pays de la théorie n'est pas toujours si perméable ou si facile à traverser, et la vie d'un travailleur frontalier est des fois plus difficile qu'on ne le pense. Comment expliquer cela? Les conditions de vie dans ces deux pays exigent des caractéristiques intellectuelles assez différentes, parfois des vocations scientifiques presque opposées. Et en plus, il faut s'adapter à chaque fois qu'on traverse la frontière. Ça veut dire très souvent, il faut savoir passer d'un mode de travail à un autre. Les gens les plus attachés à la théorie ont une compréhension très approximative de la programmation et du génie logiciel. Ils pensent souvent que la programmation, c'est de la cuisine. Ça fait partie des petites choses qui doivent être faites pour obtenir des résultats. Ça, c'est le grand discours, c'est de la cuisine. Tant que cette vision reste au pouvoir, la communauté sera fracturée. Et à mon avis, on aura, d'un côté, des sommités académiques qui n'ont jamais vu un algorithme en exécution, qui peuvent manquer cruellement de profondeur dans leurs réflexions. Par exemple, leur discours se focalise souvent sur les grandes idées, sans réaliser que la dynamique et l'efficacité d'un algorithme peuvent facilement changer si on modifie un petit paramètre ou même si on introduit une contrainte redondante dans le modèle. J'ai peur qu'ils se bornent trop souvent à essayer de tout comprendre en gros, en synthèse. Et il est impossible de pénétrer au cœur d'une telle question si on l'étudie à partir des auteurs d'une théorie simplificatrice. Cela les conduit à toutes sortes d'erreurs d'approximation dans leur jugement et dans leur évaluation. Il ne faut pas s'illusionner. Quiconque n'a jamais lutté avec une machine pour contrôler la dynamique d'un algorithme ne connaîtra jamais les secrets de l'algorithmique au-delà de certaines généralités simplificatrices. D'un autre côté, les programmeurs qui voient tous les jours des algorithmes en exécution, plutôt les très jeunes, n'ont pas toujours l'esprit de synthèse, ça c'est difficile à trouver, et les bonnes grilles d'analyse pour déconstruire quelques pièges du système. Cela les empêche d'avoir une vision globale très claire et très exacte sur la place et la valeur de leur travail dans un contexte scientifique plus général. Ne pensez pas que ça c'est des idées philosophiques. Pourquoi? Ces idées non techniques se projettent de mille façons sur le plan technique. On doit très souvent choisir A ou B. Combien d'étudiants se trouvent au début de leur thèse désarmés par rapport à la meilleure manière de coder les algorithmes ou les modèles du directeur de thèse? Sur le même sujet, un autre volet à étudier, c'est l'offre de formation proposée d'habitude en recherche opérationnelle ou en informatique. On trouve souvent beaucoup de cours sur des techniques de programmation, compilation et génie logiciel. On trouve aussi beaucoup de cours sur diverses théories. C'est pas difficile de trouver quelqu'un pour enseigner une théorie. Mais à mon avis, il n'y a pas assez de cours qui essayent de marier les deux. Ici, je ne parle pas d'une
d'ensemble TP de mise en application d'une théorie. Ça, c'est une pratique très répandue. Je parle du fait qu'il y a peu de cours avec un intitulé qui montre d'une manière claire et nette qu'il s'agit d'un cours sur le mariage entre la théorie et la programmation, un cours qui fait une étude des points de contact entre les deux. Et en ce qui concerne la recherche, je peux vous dire, j'ai rencontré une fois un chercheur en informatique qui, et je pense que ça c'est paradigmatique pour beaucoup, qui se targuait du fait qu'il proposait, c'était pour des conférences d'élite, Fox, Soda, des algorithmes conçus pour ne jamais être implémentés. Il ne voulait pas entendre parler d'implémentation. C'était un vrai artiste. Il ne voulait jamais savoir si ses travaux allaient un jour remplir une fonction. L'esprit d'un programmeur ingénieur est le parfait contraire, car son travail finit quand même par mettre un ordinateur en mouvement pour qu'il fasse toutes sortes de choses, bonnes ou mauvaises, mais ça fait quelque chose. Bon, pourquoi? Beaucoup pensent que la programmation doit rester une affaire secondaire, tout simplement parce que c'est la théorie qui représente naturellement la très noble recherche fondamentale. La recherche fondamentale, je vous l'accorde. Cela s'applique parfaitement aux 1% meilleurs chercheurs théoriques qu'on doit, c'est vrai, je vous l'accorde, qu'on ne doit pas embêter avec des questions d'implémentation. Bon, ok. Mais l'histoire n'est pas si rose pour les autres 99% des chercheurs. Eux, ils évitent souvent les questions d'implémentation pour des raisons très prosaïques. Pourquoi? Parce qu'il faut prendre à chaque fois des instances, lancer des tests, se replonger dans le code à chaque révision. Bref, c'est fastidieux. En conséquence, beaucoup se disent « Ok, c'est trop fastidieux, je vais chercher une petite jolie théorie. » Et si j'arrive à bien m'entendre avec les quelques dizaines de chercheurs qui travaillent sur cela, ça sera que du bonheur. Et moi aussi, je vais pouvoir appeler mon travail « recherche fondamentale ». Ça, recherche fondamentale, on trouve très souvent dans beaucoup d'annonces. J'étais à 2 doigts de tomber dans ce piège. Ma liste de publications comporte un petit article sur un algorithme, je vais l'avouer, sans implémentation, dans la théorie des fonctions sous-modulaires. À l'époque, je me suis dit, la théorie de ces fonctions a l'air chouette. On a même pu gagner le prix Fulkerson pour des travaux dans cette théorie. Elle est très noble. J'aurais facilement du pain sur la planche toute ma vie. On a donné récemment le prix Abel à Laszlo Lovász, et quand je l'ai appris, un collègue m'avait envoyé un mail où on présentait ce que Laszlo Lovász avait accompli en recherche, et le 3e point, c'était sur des fonctions sous-modulaires. Mais bon, c'est Laszlo Lovász. Moi, non. Pour moi, ça serait un piège. Un jour, j'ai compris que j'étais inconsciemment à la recherche d'une planque, c'est-à-dire une niche parmi les innombrables théories que l'humanité a conçues. Et comme moi, je ne fais pas partie des 1% des gens les plus forts sur les aspects théoriques, j'ai compris qu'une loi plus implacable risquait de gouverner ma vie. Ceux qui choisissent une planque finissent au placard. C'est très naturel en fait. Cela m'a poussé à éviter les niches théoriques pour me placer sur un domaine qui touche plus de monde, la frontière entre la théorie et la programmation. Il ne faut pas comprendre que je veux fuir la théorie. J'ai écrit une centaine de pages sur la théorie de l'utilisation semi-positive définie ou SDP. Vous avez la référence, une théorie plus complexe que la programmation linéaire. Mais je ne pense qu'à trouver un jour les moyens pour la connecter à la programmation. Une difficulté subtile en recherche opérationnelle est de savoir allier la théorie et la programmation, sans s'éloigner ni de l'une ni de l'autre. Et la meilleure manière de les garder ensemble et de garantir cela, c'est de les garder à l'intérieur d'un seul cerveau. Et cette tâche devient de plus en plus difficile avec l'âge. Plus on est âgé, plus on fait le travail de programmation à contre-cœur. Okay. Rien de nouveau sous le soleil. Mais je trouve important de surmonter cet obstacle. Pourquoi?
Pour moi, un travail issu d'un cerveau composite, où une personne fait la théorie et une autre fait l'implémentation, ne peut avoir qu'une importance et un impact secondaire. Concernant cette pratique, je fais exprès de parler comme si c'était une affaire de cœur pour être clair que j'émets ici un avis purement personnel. Je pense que cette pratique, qui coupe les liens entre la théorie et la programmation, déjà, elle fait des dégâts au sens technique, mais en plus, ça mène à une communauté fracturée qui évolue comme un enfant dans un orphelinat. Même le service technique le plus brillant ne peut pas compenser la démoralisation qui résulte du manque d'intérêt véritable pour le travail de programmation. On se désintéresse un peu trop. Mais on peut faire abstraction de cet obstacle artificiel. Je suis sûr qu'un jour, la notion d'alliage théorie-programmation à l'intérieur d'un seul cerveau, j'insiste, cette notion trouvera un jour tout son sens, beaucoup plus que les innombrables niches théoriques. Pourquoi? Parce que la théorie et la programmation sont si interpénétrées que leur harmonie ne peut se réaliser que si on arrive à les faire former un couple solide qui doit résider dans un seul cerveau. Il s'agit d'un couple très unique qui ne doit pas faire de chambre à part. Il ne suffit pas de se donner rendez-vous une fois toutes les 15 jours pour se raconter la vie. Ça détruit toute harmonie. Bon, si vous pensez que cela est une évidence, que tout le monde sait que le couple que la théorie et la programmation doivent résider dans un seul cerveau, montrez-moi des milliers de gens qui vivent ce credo. Au contraire, la plupart des publications sont produites par un cerveau composite. Certaines personnes prennent toujours le rôle de guide théorique et ils sous-traitent la programmation à d'autres. Je pense que ce n'est pas la bonne attitude. Je pense que la meilleure manière de maîtriser à fond l'essence de tout algorithme pratique, c'est de l'implémenter soi-même. C'est aussi pour cela que j'ai programmé moi-même la plupart des algorithmes derrière mes dernières publications. Par ailleurs, je suis sceptique même plus généralement par rapport à la valeur d'un cerveau trop composite. Ok, je vous l'accorde. Cela dépend beaucoup du contexte. Mais pensez déjà à la littérature classique, c'est trop clair. Prenez votre livre préféré, il a été écrit par une seule personne, sauf rare exception. Donc, posez-vous des questions. Cette idée d'un couple théorie-programmation qui réside dans un seul cerveau est aussi, en plus de tout ça, très difficile à valoriser. Un tel combat est déjà perdu d'avance et déjà gagné d'avance. J'explique le paradoxe. C'est perdu d'avance parce que le pouvoir, les sommités académiques et les décideurs ne vont pas financer ou soutenir ce genre d'idées, ce genre de projets qu'ils ne vont pas comprendre. Pour eux, ça n'a rien de grandiose, ça peut même donner l'impression de revenir au passé. Il est très difficile de glisser un petit mot à la mode, une expression pompeuse pour vendre un tel projet. Mais là, c'est le paradoxe. À chaque fois qu'on décide de faire quelque chose qui n'est pas valorisé par le système, il y a toujours une petite chose qui est gagnée d'avance. Cela vous permet de ne pas vous faire aspirer par le système et par la collectivité. Ce qui donne une certaine satisfaction. Sachez, c'est très connu, c'est la rareté qui fait le prix de la marchandise. Les hommes aspirés par la collectivité sont si nombreux qu'ils peuvent se dissoudre dans la masse et facilement se faire oublier en dernière instance. Je répète, il faut comprendre tout cela, toute proportion gardée, bien que j'ai utilisé quelques mots un peu trop grands. Ces idées n'ont pas pour but de suggérer des conseils à tout va pour tout le monde. Je répète que je ne m'adresse pas aux 1% meilleurs chercheurs théoriques qui ont une vraie vocation pour la théorie, où ils sont irremplaçables. Mais j'espère que mes idées seront un jour utiles à d'autres gens, à tous ceux qui se sentent aujourd'hui peut-être aussi perdus que j'étais il y a 10 ans. J'ai déjà évoqué ces idées avec divers collègues, à la RADEF ou ailleurs. Ils étaient tous souvent d'accord sur certains points, mais je sentais que l'essentiel de mes idées glissait sur eux comme de l'eau sur un canard. C'est vers la fin de mes recherches que j'ai eu un plaisir de trouver
un allié dans le passé d'une des meilleures universités du monde, Oxford. Il s'agit de Christopher Strachey, et je vais citer ce qu'il a dit. Même si je ne peux pas dire que c'est mon allié stricto sensu, j'ai été réconforté par les mots que je vais citer et qu'il a écrit il y a 50 ans. It has long been my personal view that the separation of practical and theoretical work is artificial and injurious. Most of the practical work done in computing, both in software and in hardware design, is unsound and clumsy because the people who do it have not any clear understanding of the fundamental design principle of their work. On the other hand, I can say, most of the abstract mathematical and theoretical work is sterile because it has no point of contact with real computing. One of the central aims of the Programming Research Group as a teaching and research group at Oxford has been to set up an atmosphere in which this separation cannot happen. Point final.